Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Oui. Alors moi je suis Claude Gronfier, je vais vous parler des effets de la lumière et en particulier des effets de la lumière des écrans sur le sommeil et sur notre horloge biologique. Alors Patricia a évoqué déjà certains des effets dont je vais vous parler, c'est-à-dire les effets des tablettes, des smartphones et des télévisions. Mais je vais commencer par en fait vous expliquer pourquoi on a ces effets et vous donner quelques mécanismes pour que vous compreniez mieux pourquoi on a tous ces effets et pourquoi il faut se méfier avec l'utilisation de ces écrans. Quel est leur problème finalement? Alors, j'avais un pointeur que j'ai mis dans ma poche arrière. Alors, le premier message, c'est un constat qui a été fait très récemment par un collègue à nous qui s'appelle Chuck Czeisler, qui travaille à Boston, et qui explique que la lumière affecte nos rythmes biologiques bien plus que n'importe quel médicament. Si on voulait avoir un effet sur notre horloge biologique, en utilisant une substance ou un stimulus extérieur à l'organisme, eh bien, le plus puissant de ces stimuli eh bien, ce serait la lumière. Il n'existe aucune molécule à l'heure actuelle qui soit capable d'avoir un effet aussi puissant que la lumière. Et dans son petit article, je crois que c'est un article d'une ou deux pages qu'il a publié, eh bien, il explique que l'une des raisons vraisemblables pour lesquelles on a perdu au cours, on le pense, des 2 dernières décennies, entre 1 heure et 2 heures de sommeil, selon les études, eh bien, c'est vraisemblablement lié à la présence de la lumière artificielle dans nos maisons. Et y compris, évidemment, celle des écrans, mais ça c'est très récent. Mais ne serait-ce que la lumière artificielle dans nos maisons, vraisemblablement, a causé elle aussi des problèmes, puisque lorsqu'elle n'était pas là, la quantité de sommeil qui était finalement observée chez les individus était plus longue. Alors ceci étant dit, maintenant que le message que la lumière est le stimulus le plus important et qu'elle a des effets négatifs sur le sommeil est passé, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. La plupart des mécanismes, ou en tout cas la plupart des effets de la lumière, ils ont été observés au départ par ce qu'on appelle les chronobiologistes, des gens qui étudiaient les rythmes circadiens, c'est-à-dire les rythmes proches de 24 heures. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert qu'il existait dans notre cerveau, vraiment au cœur du cerveau, dans une structure qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques, parce qu'ils sont juste au-dessus du chiasma optique, vous savez, les nerfs qui proviennent de la rétine et qui vont informer nos centres visuels, eh bien, il existe des neurones qui ont une activité rythmique. Et cette activité rythmique, quand on la mesure dans des boîtes de culture, dans des boîtes de pétri, eh bien, on observe que ce rythme d'activité électrique est proche de 24 heures. Pas exactement de 24 heures, mais proche de 24 heures. Et la vitesse dépend des espèces et dépend aussi des individus au sein d'une même espèce. Donc il y a un rythme qui est généré à l'intérieur de ces cellules, un petit peu comme le rythme des battements cardiaques. Vous savez qu'il existe au niveau cardiaque une oscillation rythmique de nos cellules qui font qu'on va avoir une rythmicité cardiaque proche d'un battement par minute en moyenne. Et bien ici, on va avoir une pulsatilité, une rythmicité qui, elle, est proche de 24 heures. Et évidemment, on doit être synchronisé à la journée de 24 heures, puisque la journée est de 24 heures sur Terre. Elle est différente selon les planètes, mais chez nous, elle est de 24 heures. Et donc, pour synchroniser l'horloge interne à la rythmicité à laquelle on est exposé, la rythmicité du cycle lumière-obscurité, eh bien, il existe des mécanismes qui permettent de synchroniser, de remettre à l'heure l'horloge. Et cette synchronisation s'effectue par la lumière au niveau de l'œil, et uniquement au niveau de l'œil. Et lorsque l'horloge est bien synchronisée, eh bien, elle permet d'exprimer des rythmes qui sont à leur tour calés sur les 24 heures. Donc la raison pour laquelle on a notre mélatonine, qui est une hormone sur laquelle Bruno Claustra pourrait vous parler des heures, puisqu'il est expert dans cette hormone, eh bien cette hormone elle est sécrétée la nuit parce que l'horloge permet la sécrétion de cette hormone la nuit. Le cortisol, qui est une autre hormone, eh bien il est très bas en début de nuit et il est élevé en fin de nuit. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, eh bien c'est pas parce qu'on dort la nuit, c'est parce que l'horloge déclenche l'inhibition du cortisol le soir et déclenche la sécrétion le matin de bonne heure. Et donc lorsque l'horloge est synchronisée, eh bien, les rythmes sont dits appropriés, ils s'expriment au bon moment. Alors la vitesse de l'horloge, la période, elle n'est pas exactement de 24 heures, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça c'est quelque chose que vous avez peut-être vu déjà, c'est le cycle veille-sommeil de Michel Siffre, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui était ce monsieur, un passionné de spéléologie, qui était descendu dans une grotte dans les années 60, et il y a passé plus de 60 jours. Et ce qu'il cherchait à faire, c'était voir comment allait se comporter son organisme, comment est-ce qu'il allait se comporter lui-même dans des conditions extrêmes, en l'absence d'un rythme lumière-obscurité régulier. Il avait sa lampe frontale dans sa grotte, plusieurs sources de lumière, et il n'avait pas accès à une montre, il s'était interdit d'avoir une montre,
et il allait se coucher quand il était fatigué, et quand il se levait, il considérait que c'était son réveil matinal. Et il enregistrait, enfin il téléphonait à la surface à chaque fois qu'il allait se coucher, et à chaque fois qu'il se réveillait, pour que à la surface, eh bien, il puisse noter ses heures de coucher et de lever. Et voilà ce qu'on observe quand on regarde l'enregistrement de ses heures de coucher et de lever. Vous voyez que le premier jour, il s'est couché vers 22 heures, et il s'est réveillé vers à peu près 8 heures du matin. Le deuxième jour, il s'est couché plus tard, troisième jour un peu plus tard, quatrième jour un petit peu plus tard. Et on voit qu'au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, ces heures de coucher et de lever se sont décalées. Ils ont pris du retard. Et si on regarde la durée d'une journée biologique, d'une journée interne de Michel Cifre, eh bien, on va trouver qu'elle est de 24 heures et 30 minutes. C'est-à-dire que dans ces conditions-là, où on n'a pas un cycle lumière-obscurité normal, eh bien, l'horloge va exprimer sa propre vitesse, sa propre période interne, et qui fait que eh bien, l'horloge a une période endogène, une vitesse de 24 heures et 30 minutes. Alors tous n'ont pas, on n'a pas tous cette même vitesse de l'horloge, et on le sait à partir d'études qui sont faites non plus maintenant dans des grottes, mais dans des laboratoires comme celui-là, où on contrôle les niveaux de lumière, et on va observer ce qui se passe lorsque ces individus sont dans ces conditions-là. Et ce qu'on observe, c'est la chose suivante. On observe que au sein d'une population de sujets qui sont sains, de sujets qui sont âgés entre 20 et 70 ans, eh bien la période endogène est de 24,15. C'est 24 heures et 10 minutes à peu près. Donc en moyenne, notre période, notre horloge, a une vitesse de 24 heures et 10 minutes. C'est-à-dire que eh bien, notre coucher et notre lever à l'obscurité, si on vivait à l'obscurité ou si on vivait dans une grotte, en moyenne se retarderait de 10 minutes tous les jours. Mais vous voyez aussi qu'il y a une distribution et qu'on a certains individus qui ont une période courte. Ce sont généralement des couche-tôt, lève-tôt. Par exemple, ici, on aura quelqu'un qui a une période de 23 heures et 30 minutes. Son horloge, spontanément, a tendance à avancer de 30 minutes tous les jours. Alors que cet individu-là, qui a une horloge à 24 heures et 30 minutes, eh bien, spontanément, son horloge va avoir tendance à se retarder. Et le lien entre l'horloge et la vie de tous les jours, eh bien, c'est le suivant. Les individus qui ont une période courte, ils ont une horloge qui est en avance. Ce sont des couche-tôt, lève-tôt, et on dit que ce sont des chronotypes du matin. Alors que les couche-tard, lève-tard, ou les chronotypes du soir, ont une horloge en retard, et ils ont une période longue. Donc la raison pour laquelle vous êtes couche-tard, lève-tard, ou bien couche-tôt, lève-tôt, ou bien plutôt intermédiaire, c'est parce que votre horloge biologique va déclencher la position du sommeil à ce moment-là chez vous. Donc ceux qui sont couche-tard, lève-tard vont avoir beaucoup de mal à se coucher très tôt, et de la même manière, les couche-tôt, lève-tôt, les vrais couche-tôt, lève-tôt auront beaucoup de mal à se coucher tard et à se réveiller tard, parce que leur horloge va déclencher le sommeil à ces moments-là. Alors tout le monde est synchronisé aux 24 heures sur Terre. Donc quels sont ces mécanismes qui font que quelqu'un qui a une horloge rapide va avoir finalement la capacité à être synchronisé aux 24 heures, et quelqu'un qui a une horloge très lente va lui aussi avoir la capacité à être synchronisé aux 24 heures. Eh bien c'est par la lumière que l'horloge est remise à l'heure. Alors comment ça fonctionne ? On a pendant très longtemps cru que c'était les cônes et les bâtonnets. Vous savez, ces cellules qui permettent de voir les couleurs, de voir les objets, de voir les mouvements. Et puis on a découvert il y a 13 ans maintenant une nouvelle cellule dans notre rétine, alors qui a un nom compliqué, qui s'appelle cellule ganglionnaire à mélanopsine. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est que cette cellule-là, elle est tout à fait nouvelle. Elle n'informe pas les centres visuels. Elle n'est pas impliquée dans la vision, cette cellule. Mais elle est connectée à des structures qu'on appelle non visuelles, dont on va parler dans quelques instants. En particulier, elles sont connectées, ces cellules, à notre horloge biologique. Donc la raison pour laquelle la lumière va synchroniser notre horloge, va la remettre à l'heure, c'est parce qu'elle active ces cellules de la rétine, et que ces cellules de la rétine vont aller activer l'horloge au cœur du cerveau. Alors les effets de la lumière dépendent de plusieurs choses, dépendent de l'heure à laquelle on reçoit la lumière. Et ça va faire le lien tout à l'heure avec les effets des écrans le soir. Pourquoi les écrans ont des effets le soir ? C'est parce que les effets de la lumière dépendent de l'heure, et en particulier le soir, il y a un effet particulièrement important. Les effets de la lumière dépendent de l'intensité. Plus l'intensité est élevée, plus les effets vont être grands. On dépend de la durée. Plus on s'expose longtemps et plus on aura d'effets importants. Ils vont dépendre du type de l'exposition. Selon qu'on est exposé de manière intermittente à de la lumière ou bien de manière continue, l'effet ne sera pas le même. Et ils vont aussi dépendre de la couleur. Et là, on va y revenir dans une minute. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les effets sur l'horloge, la remise à l'heure, toutes ces choses dont on a parlé? Alors, je vais vous expliquer ça par le biais de cette expérience qui a été faite il y a une dizaine d'années. Ça, c'est un sujet qui a été observé pendant plusieurs jours, 8 jours.
et chez qui on a mesuré la mélatonine avec des prélèvements sanguins. Donc chez cet individu, c'était un jeune homme, on a prélevé un petit volume sanguin de 1 ml, je crois, 1 millilitre, toutes les heures, pendant 8 jours. Alors c'est pas beaucoup, hein, 1 millilitre pendant 8 jours, il est toujours en vie. Et qu'est-ce qu'on voit? Si on mesure les concentrations de cette hormone mélatonine dont on a parlé, eh bien on voit que pendant la journée, on n'a pas de mélatonine, les niveaux sont très bas, et la mélatonine est sécrétée pendant la nuit. Et vous voyez qu'elle est sécrétée pendant la nuit le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. Ça, c'est quelqu'un qui est bien synchronisé aux 24 heures. Il a une horloge qui est bien calée aux 24 heures. Et on voit que le début de la sécrétion, c'est à peu près 22 heures. Si on l'expose à de la lumière pendant 6h30, alors c'est une exposition un peu extrême, dans la vraie vie, on est rarement exposé à la lumière entre 23 heures et 5 heures du matin, à une forte intensité. Mais imaginons que, alors imaginons, chez ce sujet, il est exposé à des niveaux de lumière très forts, entre 23 heures et 5 heures du matin. Vous voyez que son hormone mélatonine a été complètement inhibée. La mélatonine est très sensible à la lumière. Elle a été inhibée, la sécrétion de cette hormone. Et puis, lorsque la lumière a été éteinte, eh bien, la sécrétion a redémarré. Mais regardez ce qui se passe les jours suivants. Les jours suivants, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la mélatonine est sécrétée à peu près normalement. Elle a une courbe qui est à peu près normale, semblable à celle qu'on avait les jours précédents. Sauf que le début de la sécrétion maintenant, il n'est plus à 22 heures, il est à 1 heure du matin. Donc cette exposition à la lumière le soir, elle a retardé l'horloge de 3 heures. C'est ça qu'on appelle un effet synchronisateur ou désynchronisateur. Dans ce cas-là, on a désynchronisé l'horloge de cet individu, ou bien on l'a ajusté à un nouveau fuseau horaire qui serait 3 heures plus tard. Ce serait par exemple aller en direction de l'ouest de 3 heures. On a retardé l'horloge de 3 heures. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, on l'a évoqué tout à l'heure, les effets dépendent de l'heure à laquelle on est exposé. Le soir, en général, la lumière retarde l'horloge. On dit, en moyenne, c'est entre 17 h et 5 h du matin, la lumière retarde l'horloge. Alors qu'entre 5 h du matin et 17 h, la lumière va avancer l'horloge. Et vous allez comprendre pourquoi les effets des écrans, encore le soir, peuvent retarder l'horloge, parce qu'ils sont à un moment où la lumière a cet effet retardant sur l'horloge. La lumière dépend aussi de la couleur. Alors ça, c'est une courbe, elle est un petit peu compliquée, mais en gros, vous savez que dans notre rétine, on a des cônes qui sont sensibles au bleu, des cônes qui sont sensibles au vert et des cônes qui sont sensibles au rouge. Ces 3 cônes-là nous permettent d'avoir une vision trichromatique, et donc la vision des couleurs. Eh bien, nos cellules, ces cellules ganglionnaires dont je vous ai parlé, qui sont, elles, connectées à notre horloge, eh bien, elles sont sensibles au bleu. Au bleu, alors on dit 480 nanomètres, c'est un bleu un peu particulier. En regardant le ciel, on a à peu près ici, la couleur du ciel bleu, c'est entre 450 et 490 nanomètres à peu près. Donc c'est un bleu qui est très stimulant sur notre horloge, ce bleu-là. Et donc ces cellules sont très sensibles au bleu. Donc vous avez maintenant à l'esprit qu'on a en fait 2 systèmes dans l'œil, un petit peu tout comme pour l'oreille. L'oreille a ces 2 fonctions. L'équilibre et l'audition, l'oreille interne, l'équilibre, l'oreille externe, c'est l'audition. Et pour l'œil, on a aussi 2 fonctions, la vision, et puis des fonctions non visuelles, en particulier resynchroniser l'horloge biologique. Alors des rythmes au bon moment. Lorsque l'horloge est bien synchronisée par la lumière, eh bien les rythmes apparaissent au bon moment. De quel rythme on parle? Alors on parle de tout un tas de rythmes. Alors on parle des rythmes du sommeil. Le cycle veille-sommeil est contrôlé par notre horloge. Si l'horloge est perturbée, on va perturber la position du sommeil. Le système cardiovasculaire est connecté à notre horloge. Les performances cognitives sont contrôlées par notre horloge. L'humeur, les performances motrices ou physiques, la mémoire, certaines hormones, on va en parler. Notre cycle cellulaire et certaines horloges en périphérie sont contrôlées par le système circadien, par l'horloge biologique interne. Donc vous voyez que notre horloge contrôle un ensemble de fonctions qui font globalement qu'on est capable d'avoir une veille de bonne qualité pendant la journée et un sommeil de bonne qualité pendant la nuit. Si l'horloge est perturbée, on va perturber et la veille, et le sommeil, et toutes les fonctions qui sont associées à l'horloge biologique. Par exemple, ici on a quelques rythmes. Alors on a déjà parlé de la mélatonine qui est sécrétée la nuit, la température corporelle, vous savez qu'elle oscille et qu'elle est minimale pendant la nuit et élevée pendant la journée. Le cortisol, on en a parlé, bas en début de nuit, élevé le matin. La production urinaire a aussi un rythme circadien. Et cette production urinaire, elle est basse pendant la nuit, pas parce qu'on dort. Si on est éveillé, elle sera aussi basse. Elle est basse pendant la nuit parce que l'horloge permet de produire peu d'urine pendant la nuit. La TSH, qui est une
hormone responsable du contrôle des hormones thyroïdiennes, eh bien, a aussi un rythme circadien. L'hormone de croissance, elle n'a pas de rythme de 24 heures. Et puis la prolactine, très petit rythme de 24 heures. La PTH, une autre hormone. Donc vous voyez que certaines hormones sont contrôlées par l'horloge, mais pas toutes. Ça, c'est des courbes qui montrent nos performances cognitives ou notre vigilance. Alors ça, c'est une courbe qui montre que si on demande à des individus de réaliser des additions toutes les heures, au cours des 24 heures, alors pas les mêmes, hein, on va demander à un grand groupe d'individus de réaliser des additions à différents moments, eh bien on va voir que pendant la journée, c'est le rectangle bleu, on est capable de réaliser un certain nombre d'additions, en général entre 30 et 50 additions en 5 minutes, additions de 2 chiffres. Si on demande aux mêmes individus de réaliser ces additions pendant la nuit, eh bien leur niveau va être divisé par 2 ou 3 ou 4 selon les individus. Donc il y a un niveau, une oscillation au cours des 24 heures de nos performances cognitives. Et puis c'est pareil pour la vigilance. La vigilance est faible pendant la nuit et elle est élevée pendant la journée. Donc ça, c'est parce que c'est bien le système circadien, l'horloge biologique, qui contrôle ces fonctions-là. Alors qu'est-ce qui se passe quand l'horloge n'est pas à l'heure? Eh bien, il se passe un ensemble de choses qui sont bien connues dans le travail posté ou le travail de nuit, ces individus qui n'ont pas un travail de jour. On les observe aussi dans le décalage horaire, mais aussi dans certaines pathologies oculaires et dans le vieillissement. Certains de ces phénomènes sont observés. On observe de la fatigue lorsque l'horloge n'est pas bien synchronisée, des troubles de la vigilance diurne, des problèmes de concentration, des troubles de la mémoire, des troubles de l'humeur, des difficultés d'endormissement, un sommeil qui est fragmenté, qui est perturbé avec une intrusion d'éveil, une faible efficacité ou une faible efficience de sommeil. Puis pendant très longtemps, on a pensé, certains vont y revenir, on pensait que les troubles de l'horloge ou les troubles du sommeil concernaient le cerveau, c'est-à-dire on est fatigué, on est de mauvaise humeur, on est moins performant d'un point de vue intellectuel et cognitif. Ça, c'est ce qu'on pensait il y a encore une quinzaine d'années. Et ce qu'on a découvert, c'est que lorsque le sommeil est perturbé, eh bien, on a un ensemble de troubles qui concernent d'autres secteurs que le cerveau. On observe des troubles métaboliques, par exemple plus d'obésité, plus de diabète chez ceux qui sont en dette de sommeil ou ceux qui sont désynchronisés comme les travailleurs de nuit. On observe plus de troubles musculaires et osseux. On observe des troubles digestifs, des troubles cardiovasculaires et on observe des cancers chez les travailleurs de nuit. Une augmentation de la prévalence de certains cancers. Donc vous voyez que lorsque l'horloge n'est pas bien synchronisée, on a un ensemble de troubles. On ne parle pas de troubles qui sont mineurs, on parle d'un ensemble de troubles et de maladies qui s'observent. Et ces maladies, alors je suis désolé, en anglais c'est bien, ces maladies, elles ont été bien identifiées par un travail de la Haute Autorité de Santé qui a été publié en 2012 et qui est en ce moment en cours à l'ANSES, qui reprend ces études qui reprend en fait toutes les études de la littérature qui ont été publiées au cours des 10 dernières années pour essayer d'évaluer finalement le niveau de preuve. Est-ce qu'il est avéré que le travail de nuit a des effets négatifs sur la santé? Et les conclusions sont celles de la Haute Autorité de Santé et celles de l'ANSES seront les mêmes. C'est qu'on a des effets au niveau des rythmes, au niveau cérébral, au niveau gastro-intestinal, cancer on l'a évoqué, au niveau de la reproduction, au niveau cardiovasculaire et au niveau de la santé mentale. Donc il y a un ensemble de troubles qui s'observent quand le système n'est pas bien synchronisé ou quand le sommeil est perturbé. Alors les autres effets non visuels de la lumière, eh bien ils sont nombreux. Pourquoi est-ce qu'ils sont nombreux? Eh bien parce que ce qui a été découvert juste après la mise en évidence de ce nouveau récepteur dans notre rétine, eh bien c'est que ce récepteur-là, il est connecté à un ensemble de structures dans le cerveau. Et des structures qui sont impliquées dans la libération de certains neurotransmetteurs impliqués dans le sommeil, impliqués dans l'humeur, la libération de neurotransmetteurs qui sont aussi impliqués dans le contrôle moteur. Ces cellules sont connectées à des structures dans le cerveau qui sont impliquées dans la régulation de l'humeur et du contrôle des émotions. Dans le contrôle du réflexe pupillaire, dans le contrôle de l'activité motrice, dans le contrôle du sommeil et dans le contrôle de la cognition et de la mémoire. Donc il faut maintenant avoir à l'esprit que lorsqu'on allume la lumière, lorsqu'on est exposé à de la lumière, que l'intensité est suffisante, que la couleur est la bonne, eh bien on va activer un ensemble de structures dans le cerveau. On va tout simplement éveiller le cerveau. Et on va inhiber le sommeil qui pourrait s'installer. Et ça permet de comprendre ce qu'on va montrer dans quelques secondes. Pourquoi finalement la lumière des écrans le soir a tous ces effets négatifs? Parce que la lumière, ce n'est pas un stimulus simple, ce n'est pas un stimulus avec peu d'effets, c'est un stimulus qui a énormément d'effets
Et l'effet global de ce stimulus, c'est l'activation cérébrale et la mise du cerveau en état de veille plutôt qu'en état de sommeil. Alors, vous allez évidemment avoir la réponse à cette question. Je vous ai beaucoup parlé de cet effet synchronisateur de la lumière, du fait qu'il faut avoir de la lumière pendant la journée, sans quoi l'horloge n'est pas bien synchronisée et on a tous ces troubles. On pourrait se dire que la lumière n'a que des effets positifs. Eh bien, évidemment non, parce que, et on va le voir maintenant, parce que le problème de la lumière, c'est que on est censé recevoir la lumière pendant la journée et pas pendant la nuit. Et je vous ai parlé des problèmes du travail posté. Le problème du travail posté, ça n'est pas de ne pas avoir assez de lumière ou d'en avoir trop. C'est d'avoir de la lumière au mauvais moment ou de ne pas en avoir assez au bon moment. Et c'est pour ça que les travailleurs de nuit ou les travailleurs postés, finalement, n'arrivent pas à se synchroniser aux 24 heures. C'est parce que leur cycle d'exposition à la lumière n'est pas de 24 heures. Ici, on a un travailleur de jour. Vous voyez qu'il a de la lumière pendant la journée, de l'obscurité pendant la nuit, etc. Vous voyez qu'il y a un rythme très clair, un rythme de 24 heures de exposition à la lumière. Chez un travailleur de nuit, celui-là, celui-là ou celui-là, eh bien, on n'a pas ce rythme de 24 heures d'exposition à la lumière. Et c'est ça qui empêche l'horloge de se synchroniser chez ces individus. J'ai pas pris ma montre avec moi, Bruno, il reste combien de temps 7 minutes. 7 minutes, d'accord. Donc le problème du travail de nuit, c'est l'exposition à la lumière au mauvais moment. Alors, je suis désolé, j'ai mis des liens en anglais. Qu'est-ce qui pose le problème avec ces écrans? Et finalement, est-ce qu'on a réellement un problème avec ces écrans? Est-ce que les études scientifiques ont été faites? Est-ce que le niveau de preuve est solide? Eh bien, il est assez solide maintenant. Ça, c'est la première étude qui a été faite sur ce sujet. Elle émane de Christian Cajochen, un de nos collègues suisses, qui s'est posé la question suivante. Est-ce que les nouveaux écrans qui arrivaient sur le marché, enfin qui étaient déjà sur le marché en 2011, à l'époque où il a fait l'étude, est-ce que ces nouveaux écrans à LED qui semblent très brillants, est-ce qu'ils ont un effet négatif sur le sommeil par rapport à des écrans cathodiques, les anciens écrans énormes qu'on avait sur les bureaux? Et donc il a comparé l'effet d'écran à LED versus des écrans cathodiques. La différence entre ces écrans, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle un spectre lumineux, une qualité de lumière qui est différente. Les écrans à LED contiennent plus de bleu que les écrans cathodiques. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a mesuré un certain nombre de choses, et je crois que Patricia a déjà montré cette image, mais il a mesuré la mélatonine. Et ce qu'il a observé, c'est que lorsqu'on est exposé à un écran à LED, eh bien, la mélatonine est en partie inhibée. Pas complètement, mais elle est en partie inhibée. Et vous savez que la mélatonine est impliquée dans l'installation du sommeil. Lorsqu'on est exposé à des écrans à LED, eh bien, notre sensation de somnolence est diminuée. On est moins somnolent lorsqu'on est exposé à des écrans à LED. Notre activité cérébrale frontale, qui représente la dette de sommeil, on a des ondes lentes qui apparaissent au niveau cérébral, en particulier au niveau frontal, lorsqu'on est somnolent, lorsqu'on s'endort, eh bien, ces écrans à LED empêchent l'apparition de ces ondes lentes au niveau frontal, donc empêchent l'installation du sommeil. Et de la même manière, ces mouvements oculaires lents, vous avez tous déjà dû expérimenter, lorsqu'on s'endort, on a les yeux qui font ces mouvements oculaires lents. Eh bien, lorsqu'on est exposé à des écrans à LED, ces mouvements oculaires lents vont être inhibés en partie. Donc vous voyez que la lumière de ces écrans à LED, par rapport à des écrans qui ne sont pas à LED, est très activatrice. Et comme elle est activatrice, elle diminue finalement la somnolence qui normalement doit s'installer à ce moment-là. Une autre étude qu'il a faite, Christian Cajochen, c'est, dans son groupe, c'est les effets des lampes de chevet. Est-ce que ces lampes de chevet qui ont finalement des niveaux de lumière assez bas, c'est à peu près 40 lux? Le lux, c'est une unité qui représente... un lux, c'est une bougie à 1 mètre de son œil dans l'obscurité. Donc 40 lux, il faut imaginer 40 bougies à 1 mètre de son œil. C'est l'équivalent d'une lampe de chevet, c'est à peu près 40 lux, entre 30 et 50 lux. Est-ce qu'une lampe de chevet va avoir des effets? Et est-ce que la lampe de chevet va avoir des effets qui seront différents selon l'ampoule qu'on y met? Si on y met une ampoule fluorescente, ou si une chaude, ou bien une ampoule fluorescente froide, est-ce qu'on va avoir un effet différent? Et il a observé le phénomène suivant. Lorsqu'on met des ampoules qui sont froides, alors on voit généralement lumière froide sur les tubes fluorescents qu'on achète ou sur les ampoules, eh bien on va supprimer assez fortement la mélatonine. Alors que si on utilise des ampoules qui sont chaudes, c'est des lumières qui sont plutôt orangées, jaune-orangé, on va moins supprimer la mélatonine. Donc même dans votre lampe de chevet, il est important d'avoir à l'esprit que l'ampoule est importante et que les lumières froides auront un effet négatif plus important que les lumières chaudes, même à des niveaux de lumière très faibles.
Et puis l'une des dernières études qui a été très très bien faite, c'est celle de Chuck Czeisler, Anne-Marie Chang aux États-Unis, qui elle s'est intéressée aux tablettes. Est-ce que ces tablettes, on sait qu'elles ont cet effet éveillant, on sait que lorsqu'on a une tablette, on n'a pas envie de dormir, mais par quoi ça passe? Quels sont les mécanismes qui sont impliqués? Alors elle a fait venir au laboratoire un ensemble de jeunes sujets, elle leur a fait lire un livre, soit un vrai livre, dans une pièce peu éclairée, soit le même livre, mais sur une tablette, sur un iPad, avec le même éclairage dans la pièce. Et donc ça lui permettait de séparer l'effet, on va dire, cognitif, le fait qu'on soit impliqué dans la lecture d'un livre pourrait nous maintenir éveillés, mais là c'est le même livre, de l'effet de la lumière, puisque dans un cas on a la lumière de la pièce qui vient se projeter sur le livre et qui vient ensuite se projeter sur notre œil, dans l'autre cas c'est l'effet de la lumière qui émane de l'écran. Est-ce que les effets sont différents? Ben oui, les effets sont très différents. Et alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais l'étude a très clairement montré que la lecture sur tablette provoque une suppression de la mélatonine, qui est impliquée dans l'endormissement, provoque un retard de l'horloge. Le profil de mélatonine dont on a parlé tout à l'heure, il est retardé, un petit peu comme chez Michel Siffre. L'horloge prend du retard. Donc si l'horloge prend du retard, ça permet de comprendre pourquoi on s'endort plus tard, mais aussi pourquoi on a plus de mal à se réveiller le matin. Parce que l'horloge va avoir décalé aussi le moment du réveil interne. Ça diminue, ça retarde l'endormissement, globalement. Ça diminue la qualité du sommeil. Ça modifie le sommeil paradoxal, qui est ce sommeil pendant lequel se produisent la plupart de nos rêves. On va diminuer le sommeil paradoxal avec cet éclairage, avec une tablette le soir. Et puis le matin, il va y avoir des conséquences. On va diminuer la vigilance le matin. Donc tout ça, ça met en valeur le fait que ces écrans d'ordinateur, de tablettes, ou même ces éclairages qui sont enrichis en bleu, en particulier les éclairages à LED, ont un effet sur notre sommeil, sur notre vigilance, sur notre humeur, sur toutes ces fonctions-là dont on a parlé, parce que leurs niveaux sont suffisants pour activer l'horloge et inhiber le sommeil le soir. Donc très clairement maintenant, on n'a plus de doute sur cet effet-là. Il ne faut pas non plus s'inquiéter, il ne faut pas paniquer, on va dire. Ces effets-là sont d'autant plus importants que la durée d'exposition est longue et que l'exposition est proche du sommeil. Et les effets sont aussi d'autant plus importants que la lumière est enrichie en bleu. Donc le conseil qu'on donne évidemment, c'est de diminuer la durée, d'éviter de s'exposer à ces écrans trop proches du sommeil. Sans doute qu'une demi-heure avant l'endormissement, c'est une bonne idée d'arrêter l'utilisation de ces écrans. Et puis certaines applications maintenant vont permettent déjà de diminuer la quantité de bleu qui émane de ces lumières. Donc en diminuant la quantité de bleu qui émane des écrans, on va finalement réduire l'impact négatif. Donc la conclusion, alors je crois qu'elle est en 4 points. Premièrement, c'est la lumière est indispensable à la synchronisation de l'horloge. Donc on a besoin de cette lumière. Mais il faut que cette lumière, elle soit apportée au bon moment. Sans synchronisation de l'horloge, on a un ensemble de troubles. Sommeil, humeur, mémoire, cognition, métabolisme. Un environnement lumineux approprié, inapproprié, alors soit en intensité, en spectre, en qualité, ou bien en timing, peut conduire à des troubles. Et un ensemble de données le montrent dans la littérature. Les bureaux mal éclairés, les écrans le soir et le travail posté conduisent à des troubles qui ont la même origine, mauvaise exposition au mauvais moment. Très clairement maintenant, on voit que les écrans le soir ont un effet négatif sur le sommeil. Pourquoi je dis le soir? Parce qu'il ne faut pas rejeter les écrans. Ce n'est pas parce qu'on utilise un écran qu'on va avoir des troubles du sommeil. Si on utilise un écran pendant la journée ou le matin, on n'aura pas un trouble du sommeil le soir. C'est parce qu'on utilise un écran trop proche de l'endormissement qu'il y a un souci. Et le dernier point, c'est qu'il faut être conscient des effets des écrans, des risques associés, et il faut une bonne hygiène de sommeil, de lumière, pardon, pour avoir un bon sommeil. Donc il faut pour ça réduire son exposition à la lumière et l'utilisation de ces nouvelles technologies le soir, en particulier dans son lit. Bruno va montrer l'impact de l'éclairage de ces écrans le soir quand on est dans son lit. Donc c'est important d'avoir ces choses-là à l'esprit. Et je crois que c'est tout. Voilà, c'est terminé. Je ne devais pas afficher ça. Ça ne devait pas s'afficher. Voilà, ça devait s'arrêter là. Est-ce qu'il y a les iPads qui ont été étudiés? Est-ce que ce qu'on appelle les liseuses, là, qui sont que des livres, du coup, ont même les mêmes effets délétères? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, l'effet de la liseuse va dépendre du type de liseuse qu'on a. Certaines liseuses, en particulier toutes les premières liseuses, elles étaient à ce qu'on appelle encre électronique. Donc elles n'émettaient pas de lumière.
c'est une encre noire ou bleue, peu importe, mais sur un écran qui n'est pas rétroéclairé. Donc là, elles n'ont pas d'impact, ces liseuses. En fait, l'impact, il proviendra de l'éclairage qui est dans la pièce et qui vient se répercuter sur la liseuse. L'impact qui a été observé dans toutes les études provient des écrans qui, eux, sont dits rétroéclairés, c'est-à-dire tous les écrans d'ordinateur, les téléviseurs et les tablettes autres que les liseuses à encre électronique. Je vais me permettre une deuxième question. On a tous à travailler quand même un peu tard le soir sur nos écrans. Dans ce cas-là, on met des lunettes de soleil. Enfin, je ne sais pas comment on peut pallier à... Oui. Ben c'est une des options. L'une des options, c'est d'utiliser des lunettes de soleil qui vont filtrer en partie la lumière. Le problème, c'est que souvent, ce n'est pas très pratique. On distingue moins bien les écrans, etc. Donc, il y a plusieurs études en cours. Une de notre laboratoire qui permet de s'intéresser à développer des filtres optiques qui seront particulièrement ciblés sur l'activité de nos cellules à mélanopsine. Et donc, en bloquant cette lumière-là, on espère rendre le système circadien finalement aveugle à la lumière, tout en maintenant un bon éclairage pour le système visuel. Et puis les autres approches, c'est tous ces outils informatiques qui existent, tous ces petits utilitaires ou ces options, il y a des petits logiciels qui peuvent s'installer et qui permettent là de diminuer la quantité de bleu des écrans. Donc ça, c'est sans doute une des pistes à suivre. C'est facile à mettre en place et ça marche vraiment très bien. Quelques études ont montré aussi bien pour des lunettes que pour des lunettes qui bloquent le bleu que pour ces applications informatiques, que l'image est la même, mais lorsqu'elle a été privée de bleu, eh bien, elle n'a pas son impact négatif sur le sommeil et l'endormissement. Et comment on explique la mise sur le marché de ces produits avant d'avoir fait des tests type parce que ça doit être connu. Alors, en fait, il n'était pas prévu, lorsque les LED ont été mis sur le marché, qu'elles auraient cet effet négatif sur la santé. Non, la question d'ailleurs, on se la pose assez rarement, c'est-à-dire le produit est mis sur le marché, sauf si on s'attend à des effets négatifs, mais le produit est mis sur le marché, et c'est après qu'on se rend compte qu'il peut avoir des effets négatifs. Et en fait, les LED en tant que tels ne sont pas un problème. C'est l'utilisation des LED au mauvais moment qui est un problème. On pourrait se poser la même question en se disant, mais un fer à repasser, si on le met sur sa joue, ça va être très dangereux. Sauf que dans une utilisation normale, il n'y a pas de danger d'utiliser un fer à repasser. Les LED, c'est la même chose. Dans les cas d'utilisation normale, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas tellement la technologie en soi qui est un problème, c'est la mauvaise utilisation de la technologie. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui. Et en fait, pour continuer cette réponse-là, les premières LED qui étaient mises sur le marché, elles étaient très enrichies en bleu, très bleutées. Et elles avaient à peu près ce spectre-là. Alors ça, c'est des lumières halogènes, ça ne doit pas être des LED. Mais elles étaient très bleutées, elles provoquaient des migraines chez certains, surtout chez certaines. Et elles provoquaient des papillotements. On avait ce qu'on appelle ce phénomène de papillotement. Et donc les gens n'aimaient pas beaucoup les LED au début. Mais les LED qui sont mises maintenant sur le marché, parce que les fabricants ont pris en compte ces effets secondaires, entre guillemets, eh bien elles sont plus chaudes. Et on trouve maintenant des LED qui sont chaudes et qui finalement permettent d'avoir un éclairage de qualité qui est assez proche de celui qu'on avait avec nos ampoules à incandescence, qui est celui qui produit cet éclairage très chaleureux. Et donc on les trouve maintenant. Et ce qu'on s'attend, alors l'effet de ces LED chaudes sur le sommeil n'a pas été évalué encore, mais on s'attend à ce que l'effet sera moins négatif que des LED froides. J'ai une question. Dans les entreprises, dans les risques psychosociaux, est-ce qu'on a intégré le risque des personnes à qui on demande d'être connectées 24 heures sur 24, parce que ça existe, et donc ça perturbe leur horloge avec toutes les conséquences que vous savez. Oui. Bah, c'est en train de faire du bruit, ces risques-là. Il y a des chartes qui sont établies par les CHSCT dans les hôpitaux, justement pour essayer de donner des conseils sur la bonne utilisation de ces outils, du téléphone, de la messagerie, des écrans d'ordinateur, des écrans de smartphone. Mais il y a encore du travail à faire parce que la plupart des gens qui sont forts utilisateurs de ces technologies-là ne se rendent pas compte de l'impact négatif. Ils se doutent bien que ça a un mauvais effet sur leur santé parce que s'ils sont réveillés pendant la nuit, s'ils doivent répondre tard, s'ils doivent travailler très tard, ils raccourcissent la durée de leur sommeil. Mais les CHSCT sont en train de s'intéresser à ça
Et le ministère de la Santé va vraisemblablement s'intéresser à investiguer cette question de l'impact sur la santé des nouvelles technologies, très précisément. L'ANSES en ce moment travaille sur l'impact des LED sur la santé, mais je crois que ça va aller plus loin, ça va se poursuivre par l'impact des nouvelles technologies au sens large sur la santé. Ok, pas d'autres questions? Alors là, on sort un petit peu du champ de la lumière, mais, oui, mais vous pourrez me dire c'est un rayonnement électromagnétique aussi. En fait, il y a un travail qui a été fait par l'ANSES et le rapport a été remis l'année dernière, fin 2015, qui s'est intéressé à cette question des antennes relais ou des rayonnements électromagnétiques en tout genre, ce qu'on appelle les radiofréquences, qui proviennent de la téléphonie, du Wi-Fi, etc. Et ils se sont intéressés à cette question et la conclusion a été, il existe des personnes qui sont dites électrosensibles, on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas encore les mécanismes, chez qui on a des effets apparents, il y a des symptômes. Par contre, chez la grande majorité des gens qui ne sont pas électrosensibles, eh bien, les radiofréquences n'ont pas d'effet sanitaire avéré, majeur, sur la plupart des fonctions qui ont été étudiées. Le mal de tête s'observe chez les électrosensibles, mais pas dans la population générale, dans les études qui ont été menées en laboratoire, où ça a été bien mesuré, bien contrôlé.